Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'école des facs. Le saviez-vous, le flacking, flacking, puisque c'est cas, je pense que ça se prononce plus flacking, c'est une technique artistique low-tech qui consiste à réparer les nids de poules et les entailles de l'espace public avec des mosaïques et des matières céramiques. Souvent associé à la pratique du kintsugi, le flacking a pour but de réparer et d'embellir l'espace public. Le terme a été inventé par l'artiste connu sous le pseudonyme MMM, E-M-E-M-E-M, pour qualifier son raccommodage artistique de la ville de Lyon. Donc il remplissait les nids de poules, les trous dans le trottoir, avec des mosaïques. Je vous invite à chercher flacking ou MMM sur Instagram ou sur Google. Il fait des trucs qui sont très, très sympathiques. Ouais, et j'aimerais beaucoup que beaucoup de gens suivent son exemple. Et pour parler de la même chose, des nids de poules, très récemment, j'ai vu un article passer d'un autre artiste qui lui dessinait des bits autour des nids de poules pour sensibiliser la mairie aux nombreuses routes accidentées dans sa commune, et la mairie a très très vite rebouché tous les trous après son passage. Bravo. Belle technique. Alors, avec moi dans le studio virtuel, nous retrouvons Kepra. Bonjour Kepra. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous ? Bien. Avec Kepra, nous avons Sous-X. Bonsoir Sous-X. Salut à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. Et enfin, dernière personne avec moi dans le studio, Simon, car aujourd'hui, Julien nous fait défaut. Bonsoir Simon. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne douche, bonne vaisselle. Et pas bonjour aux absents. Alors, il me semble que Julien finit ses cours d'allemand ce soir. Voilà, pour mieux s'intégrer à la Suisse locale. Il va déménager à Zurich. Peut-être. Alors, ce soir, nous avons donc, comme d'habitude, ce jour peut-être, nous ne savons pas. Nous avons deux chroniques. La première, je dirais donc par Sous-X, et la deuxième par moi. De quoi vas-tu nous parler, Sous-X ? Alors, à la base, je voulais vous parler de sauver l'humanité par la technologie, et finalement je me suis rendu compte que les nombreuses personnes qui croyaient en ça n'avaient pas beaucoup de techno sous la main pour nous sauver. Du coup, je me suis plutôt orienté vers les technologies qui vont changer encore notre monde demain. C'est une prédiction ou tu non, c'est pas sur ce que les gens nous promettent? Non, c'est des technos qui vont arriver, et que je pense qu'il est bon de resituer et de vous préparer à ce qu'elles arrivent incessamment sous peu. Waouh! Alors, c'est à toi. Ok, donc la technologie va encore changer le monde. Je dis bien encore, mais personne n'est dupe. Le grand remplacement, la collapsologie, le communisme et le retour du Jedi n'arriveront pas. Tout ça n'aura pas lieu, mes amis, car oui, je vous le dis comme je le pense, la technologie nous sauvera. J'y crois encore. Et pour vous en convaincre, j'aimerais vous faire part de ces avancées qui façonneront le monde de demain. Tout d'abord, un truc dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, l'informatique ubiquitaire, aussi appelée le Pervasive Computing, KESACO. C'est notre capacité à ajouter des microprocesseurs dans tous les objets de la vie quotidienne qui nous entourent afin de minimiser notre besoin d'interagir avec les ordinateurs sous leur forme primaire. Je veux pour exemple le Dash Button d'Amazon, l'assistant vocal hyper connecté de Google ou bien même l'Apple Watch. Tous ces petits objets qui nous feraient presque oublier que le cloud, ce n'est pas de la magie mais bien des fermes de serveurs dégueulasses qui pompent l'énergie électrique plus fort que la meilleure armée de Shadok. Mais toujours moins que les mineurs de Bitcoin.
C'est de moins en moins vrai avec les nouvelles cryptos qui vont arriver. Bon, dans cette même catégorie, je vous fais l'impasse sur l'IoT puisque c'est inclus dans l'ubiquitaire. Et putain, ce mot est affreux et compliqué à énoncer. En second, on a la datafication du monde. Putain, qu'il est ça a pas l'air plus simple à dire. Twitter, c'était pas si clair. Dont François Courtis nous avait parlé dans un épisode il y a fort longtemps. Ces masses et volumes de données déraisonnables qui peuvent nous permettre en un instant de connaître l'état de notre monde si ce podcast continue, si Julien apprend l'allemand plutôt que le polonais, si Kepra embrigade toujours plus de joueurs dans ses crypto-games, et enfin si Emmerich met fin aux souffrances des scammers qu'ils scamment à leur tour. Tout cela, tous ces détails seront quantifiables au point de prédire l'avenir des glaçons que ma femme jette sans délicatesse dans son verre de Coca-Cola McDonald's. Alors oui. Merci à notre sponsor. Alors oui, la confidentialité, me direz-vous. Balèque, frérot. Si c'est pour ton bien, écarte les fesses et laisse-toi lire l'avenir que les GAFAM te réservent. Un petit peu de vulgarité. Je m'en excuse. Elia. Alors ça a été le truc à la mode et ça le restera. Même dans le monde professionnel, on commence à en dégueuler de partout. L'IA, ce partenaire bientôt imprévisible qui ne choisira plus pour toi, mais pour tout le monde à terme. Elle fait du cinéma, de la musique, des faux humains plus vrais que la nature, les refait et t'explique sans te demander ton avis si tu as bien dormi ou pas. Laissez-vous aller les amis. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Si choisir c'est renoncer, obéir c'est apprécier. Ensuite, on a le truc dont on a parlé plutôt récemment, enfin tout du moins ça l'inclut, la réalité étendue. Ce sera bientôt leader dans le divertissement, selon moi, bien sûr, je ne donne que mon avis, regroupant la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et aussi la réalité mixte. Plutôt que de voir le monde courir à sa perte, nous pourrons planter des choux dans un Farmville immersif, tout ça sans devoir cacher ses écrans aux yeux des collègues un peu trop curieux. Je mets quand même un bémol pour la réalité augmentée, puisqu'elle se superpose au monde réel en déclin et que, quitte à ne le plus voir, je lui préfère une matrice ensoleillée. Alors, énormément de positivité dans cette chronique, vous l'aurez remarqué. La bonne humeur est de mise. Enfin, nous arrivons sur les dernières technos qui commencent à devenir intéressantes. L'impression 3D. En voilà une techno qu'elle est bien pour monsieur et madame tout le monde. La possibilité de fabriquer soi-même quasiment n'importe quoi avec peu de connaissances et sans gâchis ouvre un panel de possibles au premier bricoleur venu. Même Bob. Et puis à l'heure de l'obsolescence programmée, cette techno ne pouvait que bien tomber. Alors j'ai regardé un petit peu les prix des imprimantes 3D et pour 150 € chez Carouf, t'as déjà du matos. Donc ce serait con de en pas se promo à laisser 79, tenter. Je sais pas si c'est encore le cas. Ah, encore moins que 150, 79 tu dis? Alors peut-être que c'est plus le cas, mais il me semble que les frères Poulain ont fait une vidéo dessus et au moment où ils ont publié la vidéo, apparemment elle était en promo. Ok. Alors je suppose que la taille des objets que tu dois pouvoir fabriquer pour ce prix-là doit être vraiment... Je crois la taille d'un mug à peu près en termes de taille max. Ok. Bon, c'est déjà cool pour fabriquer des petites pièces pour dépanner, ouais. La réécriture génomique. Oui, parce que parlons santé aussi. Alors ça c'est de la tech de pointe. Réécrire le génome pour enfin vaincre, et non pas convaincre le cancer. Pour enfin vaincre le cancer, avouez qu'on en rêve tous. Couplez ça avec la biologie de synthèse et demain on fera pousser de la viande pour réduire nos émissions carbonées et respecter enfin la vie animale. Et ça, Simon, je sais que tu kifferas. Ah oui. Je vous fais l'impasse de la confiance numérique via les NFT et son bras armé de la blockchain. On en a déjà parlé. C'est pas encore au point. Pour le moment, on pense que c'est une tendance. Moi, je pense que ça va s'installer durablement. Enfin, la principale leçon à tirer de toutes ces avancées, c'est que le monde entre dans une ère d'évolution continue et rapide. Depuis un sacré bout de temps quand même. Où plusieurs avancées technologiques se combinent et s'alimentent mutuellement pour aboutir à des changements considérables qui, je l'espère, et je le crois, sauveront nos fesses du désastre vers lequel nous courons. Alors, on se puce tous rapidos et on arrête de bouffer des lumens à longueur de journée. Je préfère les pranas. Les pranas. bien plus goûteux. Il faut que tu respires, dirait un célèbre philosophe. Oui. Bah oui, tu vas pas mourir de rire.
J'ai cru que t'allais nous faire une chronique en mode Invasion Los Angeles, nous sommes tous esclaves de la société de consommation dominée par nos amis les robots. Enfin, dans Invasion Los Angeles, ce sont des extraterrestres, mais c'est un peu le même principe. Mais sinon, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part que la réécriture génomique, ça marche. Il y a un mec qui a réussi à vaincre son intolérance au lactose en s'injectant un virus qui est allé modifier son ADN pour qu'il puisse produire les enzymes qui lui permettaient de digérer le lait. Et ça a marché. Il a vaincu son intolérance au lactose. Par contre, c'est temporaire. Alors, je sais pas s'il y a de la réécriture génomique qui sera permanente, mais il a dit qu'il devait, s'il voulait, il fallait qu'il se refasse l'injection tous les 6 à 10 mois. Bah, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont allergiques au gluten. Moi, j'ai trouvé une solution tellement plus simple pour mon intolérance au lactose, qui est que j'ai arrêté de consommer du lait. Ça marche aussi. Ça a fortement résolu mon problème d'intolérance au lactose d'une façon bien plus simple et moins coûteuse et plus durable. J'avais juste une question, moi, par rapport à ces fameuses imprimantes qui vont nous éviter l'obsolescence programmée. Quel est leur niveau d'obsolescence programmée à ces imprimantes? Alors, l'avantage, c'est que tu pourras imprimer des pièces pour réparer ton imprimante. Exactement. Mais non, parce qu'elles avoir deux imprimantes réparateurs. Elles doivent fonctionner en boucle comme ça. Il y en a toujours une qui est en train de réparer l'autre. Je pense que celle à 150 € chez Carouf ou à 79, là, l'obsolescence est assez grande. Enfin, elle est assez rapide. Ouais, je pense. T'as juste le temps de fabriquer des pièces détachées. Je suis un peu mitigé sur ta chronique parce que je m'attendais à une conclusion très sarcastique. Et en fait, j'ai l'impression que tu y crois vraiment en ces avancées pour avoir un bénéfice sur la société. Quel est ton réel point de vue? Parce que je suis perplexe. Tu as l'air très sarcastique tout du long sur... on nous vend ça comme étant quelque chose de magique, alors qu'en fait c'est sale. Et en réalité, tu as l'air de trouver ça très bien. Alors, je trouve ça très bien sur au moins la moitié des points, la réécriture génomique et la biologie de synthèse. C'est quelque chose qui pour moi va améliorer le quotidien. Parce que effectivement, ça va pouvoir enfin guérir. Ça va nous permettre... Tu peux rajouter de l'IA au moins appliquée à ces domaines-là, parce que les intelligences artificielles sont déjà plus efficaces. Par exemple, sur ce qui est la radiologie, ouais, ils sont déjà plus efficaces que des collectifs de radiologues qui donnent leur point de vue individuel et qui se mettent d'accord sur la conclusion. Les intelligences artificielles commencent à avoir des meilleurs résultats de fiabilité que tout ça. Donc c'est en effet sur ce sujet-là en particulier pour la santé, je pense que le plus compliqué, le plus grand frein auquel on fait face aujourd'hui, c'est l'acceptation du diagnostic entre les mains d'une machine par les patients. Non, parce que il y aura toujours un humain pour faire la traduction. Ce qui est compliqué, c'est les égos des humains. Comme pour beaucoup d'autres aspects que tu évoques, c'est l'humain qui pose problème dans tout ça. Et que ce soit l'ego pour l'intelligence artificielle où tu te dis, bah, mon rôle, ça va être surtout de l'humain, parce que malheureusement dans le médical, les gens qui sont en contact avec les patients ne sont pas toujours au maximum dans l'humain. Donc si on leur dit que demain leur boulot c'est principalement d'être dans l'humain et dans la transmission d'un diagnostic qui en effet est principalement porté par des algorithmes, ça peut être compliqué. Et sur le reste du médical, ce qui pose problème, sans être complotiste, anti-big pharma, etc., c'est la recherche permanente de croissance et de développement de solutions qui apportent du revenu. Parce que si on trouve des solutions curatives à tout et n'importe quoi, ça fait un effondrement d'un système de palliatif actuel qui sera
impossible à assumer par les industries pharmaceutiques qui quand même tiennent beaucoup à coût de traitements qui coûtent des milliers de dollars par mois pendant des années pour accompagner des patients qui sont en fin de vie ou voilà. Donc c'est compliqué de trouver une solution qui ne coûterait que un coût unique qui résout tout. Il faut trouver les laboratoires qui seraient prêts à miser là-dessus plutôt que sur des revenus récurrents pendant de longues années. Quand tu dis, alors je suis entièrement d'accord sur le fait que ça signe la fin des big pharma, mais malheureusement c'est pas pour de suite, mais par contre quand tu dis que ça permet aux médecins, aux soignants de se concentrer sur le côté humain, je suis pas sûr que de les éloigner d'une partie de la chaîne du diagnostic jusqu'à la fin de vie ou la réminiscence de la maladie du patient, ça les rapproche. Moi, j'aurais plutôt... Vas-y, pardon. J'aurais plutôt tendance à dire que ça coupe une partie du temps qu'ils vont passer avec l'humain et donc enlever une partie de cette envie d'humanité et d'humanisme. Pour moi, au contraire, c'est des choses où ça permettra de guider les gens vers ce type de profession par rapport à leur volonté et leur goût pour la relation humaine et non pas par une course à l'expertise absolue et donc par la maîtrise d'un sujet en se disant c'est moi le grand ponte de tel sujet qui prend de haut un patient parce qu'il va dire écoutez, l'expert c'est moi, non, puisque l'expert ce sera l'algorithme qui est donc lui ça remettra l'expert à sa place en disant les données sont factuelles sur la base d'une analyse de 250 millions de cas, il s'avère que c'est ça, mon rôle c'est de réussir à accompagner le patient pour voir comment le traiter au mieux, etc. Et donc ça permettrait de leur laisser justement plus de temps à faire ça plutôt que de se faire des nœuds au cerveau à dire ah non mais là sur l'image moi je vois plutôt ça et toi Michel tu vois quoi et toi Micheline donc ça permettrait de remettre le cœur d'accompagner les patients dans leur mission. Ouais, je comprends mieux ce que tu veux dire, mais alors dans ce cas-là je l'interpréterais différemment, en tout cas je l'imaginerais différemment, c'est-à-dire que je pense que les experts resteront des experts, mais ça fera pas d'eux pas de bons écoutants, mais ça fera pas d'eux une bonne oreille auprès du patient. Par contre, effectivement, le fait de décaler ou d'enlever une partie du boulot, de la déléguer, ça pourrait permettre d'embaucher des gens qui, eux, ont vraiment un réel don là-dedans, ont la fibre humaniste, et d'avoir des gens diplômés différemment pour ce type d'accompagnement. Ouais, de toute manière, c'est le principe de toutes ces évolutions avec les intelligences artificielles dans le juridique aussi, où les gens qui sont experts de traiter des dossiers parce qu'ils connaissent le code de A à Z, et on commence à le voir aux États-Unis où il y a des machines qui traitent les amendes idiotes et donc les procès pour des amendes idiotes, et tout est fait automatiquement, là où tu avais des armées de petits juristes qui connaissaient par cœur les failles, les trucs, et maintenant tout ça c'est géré par des machines, et donc ça permettra potentiellement là aussi dans ces domaines-là d'avoir des choses où tu es plus dans les accompagnements des clients sur des aspects qui sont plus dans le relationnel, et c'est ce qu'on voit sur une bonne partie des métiers. C'est tout ce qui est remplaçable par des machines où l'humain n'a pas une valeur ajoutée énorme va disparaître, et là où il y a une valeur ajoutée c'est sur les choses qui sont plus dans le relationnel. Donc en effet la question c'est pas tant que vont devenir les pauvres gens qui font ces métiers-là aujourd'hui, que ça va permettre sur les générations futures d'avoir des métiers qui seront un petit peu plus à valeur ajoutée relationnelle plutôt que dans de l'expertise purement technico-technique. Je pense. Ouais, entièrement d'accord. J'avais encore une question. Moi, je rigolais tantôt avec les imprimantes, mais en fait, l'obsolescence programmée, c'est vraiment un truc qui me tracasse, qui m'énerve, tout ce gâchis de matière. Mais j'en ai déjà parlé dans des épisodes, donc je ne vais pas vous étonner avec ça. Mais est-ce qu'il y a... J'ai toujours évité de me pencher sur les imprimantes 3D, parce que je sais que le jour où je vais m'y intéresser, je vais
en acheter une et que je vais commencer à faire tout et n'importe quoi avec. Donc je me suis bien tenu loin de ça, comme je me suis tenu loin de World of Warcraft parce que j'avais trop peur d'être un bon client. Les imprimantes 3D, c'est exactement la même chose. Et du coup, j'ai pas assez de connaissances pour bien comprendre le truc au niveau des matériaux qu'on utilise en fait au niveau de la fabrication avec les imprimantes 3D. Est-ce qu'on a autre chose que des produits issus du pétrole comme matière première? Est-ce qu'on a, je sais pas, des résines ou des choses dans ce genre-là, des choses plus naturelles et moins impactantes au niveau écologie? Je ne suis pas un expert, il me semble que oui, mais je crois qu'il existe des filaments à base de plastique végétal, mais ça reste un dérivé d'huile. Enfin, d'huile. C'est un dérivé de pétrole artificiel, quoi. Donc, est-ce que ce sera, comment dire, qu'il faut voir à grande échelle, est-ce que ce sera rentable d'en faire? Et le coût écologique aussi de fabriquer, c'est un petit peu comme les cuirs d'ananas ou les choses dans ce genre-là, c'est génial, mais au final, quand tu vois tout le procédé que ça nécessite industriel et toutes les matières qui sont nécessaires pour le créer, ça fait parfois encore plus de mal que le produit original du point de vue purement écologique. Et donc ici, c'est pour économiser de l'obsolescence programmée, mais qu'on ait des produits et des matières premières qui aient un fort impact négatif derrière. Enfin, il faut trouver... j'imagine qu'ils sont en train de plancher sur ce genre de choses, etc. Mais j'ai vraiment jamais pris la peine de m'y intéresser. Du coup, je pense que je vais m'y intéresser dans les prochains jours. Je vais jeter un œil, voir un petit peu ce qui existe. Parce que aussi, tu vois, tout ce qui est un peu plastique, etc., c'est pas... Oui, c'est pas anodin. Ça n'offre pas non plus une grande résistance, tu vois. Tu peux pas commencer à fabriquer des choses plus métalliques ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu vas pas commencer à avoir des mini fonderies 3D dans ton salon pour fabriquer des vis ou un tournevis ou je sais pas quoi non plus. Donc, ouais, je me demande vraiment quelle va être la suite pour ça, quoi. Après, tu sais, si on cherche du plastique, il n'y a pas besoin d'en fabriquer à nouveau. Hein. On peut très bien aller chercher dans les océans. Hein. J'ai vu une stat passer il y a pas longtemps qui disait que plus de 50% du plastique qu'il y avait sur la planète Terre était dans les océans. Oui. Donc si on veut recycler, on a de quoi faire. Mais effectivement. Est-ce qu'on voudra? C'est ça le grand problème. Toi, en tant qu'acheteur, tu peux pas aller dans les océans récupérer du plastique pour le reconditionner, quoi. C'est-à-dire que là, plus on avance, on n'en est plus au point où est-ce qu'on voudra. Il va falloir. Mais ce que je trouve intéressant dans l'impression 3D, si tu veux, c'est le fait de ne pas gâcher, puisque tu construis vraiment ce que tu as. Voilà, exactement. Dont tu as besoin, quoi. Donc il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas... On peut imaginer une industrie de masse sur certains produits. Je dis pas que tout est fabricable via ce type de technologie, mais on peut imaginer que certaines industries se l'approprieront avec des matériaux moins coûteux, plus écologiques, machin et tout, et auront moins de déchets. Donc je pense qu'on peut aller dans le bon sens avec ce type de technologie aussi. Ce qui serait cool, c'est d'avoir une espèce de... Là, je suis en train de divaguer complètement, mais d'avoir une espèce de système, tu vois, où tu pourrais ramener des trucs en plastique, des espèces d'endroits où tu ramènes du plastique et eux, ils te fournissent du filament à partir de ça, ou ce genre de choses. Il y aurait peut-être moyen de mettre en place des systèmes. Tu arrives avec un poids de matière première et tu repars avec un poids équivalent en matière retransformée, réutilisable. Il y aurait peut-être moyen de faire des trucs. Il y a déjà des aficionados de l'impression 3D qui recyclent les bouteilles de soda. Ah, les PMC, etc. Ils les découpent en un long filament, puis derrière ils les font refondre pour en former un filament qui sera utilisable par une imprimante 3D. Ah, ouais, ça c'est intéressant du coup. Mais voilà, le souci reste que le plastique se dégrade avec le temps, donc est-ce qu'il sera recyclable de la même façon que l'aluminium qui est quasiment recyclable à l'infini? La question est posée. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais c'était très intéressant. Non, c'est bon pour moi. Eh ben, on va passer à ma chronique. Oui.
ma chronique. En fait, j'ai retrouvé une ébauche de chronique et je ne suis pas sûr de vous l'avoir déjà partagée. On verra, cette chronique, elle a été rédigée, elle a été commencée, sa rédaction a été commencée en 2018. En fait, j'en suis pas certain de vous l'avoir partagée parce qu'en fait, je me noie quasiment volontairement dans une masse d'informations et de divertissements variés. Donc voici pour vous cette chronique, cette ébauche, revue, augmentée et légèrement transformée, puisque en fait elle a une conclusion qui à l'époque, je pense, me faisait défaut. Donc il y a des jours où j'ai envie de tout plaquer pour aller vendre des frites au bord de la plage, et ce n'est pas à cause de mon travail, c'est plutôt à cause de mes loisirs. Je suis limite nervous breakdown, et c'est la faute du numérique. Kepra, dans l'épisode 12 de l'école des facs, nous demandait si le numérique ne nous rendait pas la vie trop facile. Et en fait, c'est sûrement le cas, mais le numérique nous complique aussi un peu les choses parfois. Par exemple, ma pile à lire, la liste des livres que j'espère lire un jour, en fait, au départ, c'était une pile d'une dizaine de livres, puis c'est devenu une bibliothèque entière. Pour les curieux, c'est le modèle Billy de chez Ikea. Et c'est sans compter les e-books, qui sont disponibles en infinité grâce à un ami russe. Bon, alors les Russes. Mais tu as des amis russes en ce moment. Bah bravo. Je pensais que leur internet était entièrement fermé sur eux-mêmes. Non, je sais pas si c'est russe. Librairie Genesis, je sais pas si c'est russe. Je crois pas. À la base, c'était un truc pour le partage de documents universitaires, et je pense que c'est un peu dérivé. Bref, ma liste de films et séries à voir sur Netflix pourrait remplir les rayons d'un vidéoclub. Mais depuis, j'ai aussi accès à Prime Video, Disney+, et Apple TV+, donc en fait ça peut remplir quasiment tous les vidéoclubs de France. Ma playlist de musique à découvrir, qui est automatiquement... que je remplis avec ce que je découvre, mais aussi l'autre playlist grâce à Spotify qui se remplit toute seule, découverte de la semaine, etc., qui permet... t'as la possibilité de mettre ta découverte de la semaine dans une playlist qui s'est agrandie au fil du temps. En fait, elle est infinie, elle a dépassé la 100 d'heures depuis longtemps. J'écoute la plupart de des podcasts en x2 pour arriver à tenir le rythme des sorties, mais en fait, mon backlog dépasse les 80 heures, et encore, à l'époque où j'avais commencé cette chronique, je n'avais pas commencé le tri, et donc ça dépassait facile les 200 heures. Et je n'ose même pas regarder le temps qu'il faudrait pour finir mon backlog de jeux vidéo. On remerciera donc les jeux du mois du PlayStation Plus et les jeux gratuits de l'Epic Game Store. Et non, Simon, je n'ai jamais cédé encore aux sirènes des soldes Steam. Vous seriez tenté de me dire de lâcher prise, d'arrêter d'accumuler les articles à lire plus tard dans Pocket, de me désabonner des newsletters que je me contente de survoler par manque de temps. Et en fait, quand j'ai créé ce document en 2018, j'en étais déjà là. J'ai abandonné Pocket. Il est rempli d'articles que je ne lirai probablement jamais. Me suis désabonné de quasiment toutes les newsletters auxquelles j'étais abonné. C'était déjà trop tard. Hein. J'ai tout fait, paralysé par l'astronomique quantité de choses virtuelles que j'avais à faire pour me divertir, en fait, au point que j'envisageais de me lancer dans la déconnexion totale pour vivre comme beaucoup de gens encore aujourd'hui vivent déconnectés 80% du temps et faire autre chose. Avance rapide donc jusqu'à aujourd'hui, et où là c'est carrément tout nouveau. Je n'avais pas écrit cette partie-là à l'époque. Souvenez-vous, en août 2016, dans le 2e épisode d'un fan podcast qui allait devenir l'école des facs, je vous parlais de FOMO, la petite sœur toquée de la sérendipité, et ce que ça faisait de vivre avec une soif de connaissance, une envie de tout savoir, un besoin quasi maladif de ne rien rater. Depuis, ça va mieux. J'arrive non pas à lui résister, mais plutôt à la rediriger ou à la transformer. Dans l'épisode 37 de l'école des facs, Kepra nous parlait des moyens offerts par les acteurs de la tech pour nous faciliter la détox numérique. Les compteurs, le temps d'écran, le comptage du temps d'écran, les moments programmés qui font que sur le téléphone on n'a que certaines applications qui sont disponibles, etc. Mais en fait ça n'a pas marché pour moi, parce qu'en fait mon temps d'écran moyen de la semaine passée il est de X heures, merci à iOS pour l'info, mais en fait ça ne me fait rien, ça ne déclenche pas de besoin chez moi de le réduire ou de l'augmenter. Et
j'ai tenté l'extension sur les navigateurs qui m'empêche d'aller consulter les flux RSS, les réseaux sociaux ou YouTube. Mais bon, le souci c'est que cette extension, en 2 clics, elle est désactivée. Mais j'ai trouvé autre chose, un concept simple qui me paraissait impossible lors de la première ébauche de cette chronique. C'est la JOMO, ou la Joy of Missing Out, donc le contraire de la FOMO, Fear of Missing Out, la joie de rater les choses. Donc le JOMO, en quelques mots, c'est un concept évoqué par Anil Dash, un blogueur, en 2012, et je m'étonne de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Parce qu'en fait, c'est aussi simple que d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir, pas tout lire, pas tout voir. Ce qui est moins simple, c'est d'en retirer de la joie et de la satisfaction. Alors pour ça, il va falloir passer par un moment que les fans de Marie Kondo connaissent bien, le tri et la sélection. En fait, la joie de rater des choses, elle passe par le plaisir qu'on prend à lire, voir, entendre quelque chose qu'on a choisi parmi les milliers d'autres qui nous étaient proposés. Mais si vous connaissez le principe de la méthode KonMari, il ne vous aura pas échappé qu'on est censé ne garder que ce qui nous apporte de la joie. Or, on peut pas vraiment préjuger de ce qu'une œuvre nous fera ressentir, ou pire, un article ou un dossier de presse, c'est pas forcément fait pour vous apporter du bonheur. En réalité, la satisfaction vient en premier lieu du fait de faire le choix. Ce qu'apporte la consommation de l'œuvre, consommation entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot quand on parle d'œuvres, de livres, etc. C'est qu'un bonus. En fait, si on est déçu par une série qu'on vient de binger, c'est pas grave. C'est pas 10 heures de perdu. C'est une expérience supplémentaire qu'on a acquise pour mieux choisir la prochaine fois. Au final, tout ça n'est que du bon sens. Tout ça va sans dire, mais in fine, ça va mieux en le disant. Et il m'a fallu presque 4 ans. 6 ans, depuis 2016. 4 ans depuis la chronique précédente. Pour en fait l'intégrer, finalement. Alors, et vous ? Comment vous gérez tout ça ? Bien, félicitations, Émeric. Merci de nous avoir bravo Émeric. On va te donner une médaille pour les je sais pas combien de temps de JOMO. On devrait instaurer le temps de JOMO. Depuis combien de temps on apprécie le fait de miss out? Alors après, je dois admettre que ce n'est pas non plus un processus complètement achevé, hein. Mais j'y travaille. Et je me soigne. C'est fou parce que je me reconnais totalement dans ce truc. En fait, je connaissais pas le terme en soi, mais c'est quelque chose dans lequel je me suis résigné il y a quelques années, justement. T'as eu le processus, ouais. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas grave, en fait, si je peux pas en parler demain à la machine à café de telle série, j'ai choisi de regarder celle-là, c'est pas grave, je peux pas écouter tous les albums qui sortent tout le temps, mais je vais me concentrer sur des albums qui me font plaisir, et parfois qui te font envie, me dire est-ce que je vais traîner sur Spotify et écouter les sorties de la semaine, ou est-ce que je vais m'écouter l'album qui est sorti le mois dernier, que j'adore là maintenant et que j'ai vraiment envie d'écouter. Ben, je vais me concentrer sur les choses dont j'ai vraiment envie. Et les livres, c'est pareil, enfin il y a plein de choses, tout ce qui est manga, etc. Je suis complètement à la bourre sur des tonnes de séries parce qu'à un moment donné il faut choisir et que le temps n'est pas infini, comme le disait, et j'ai réussi à faire des choix. Par contre, je n'arrive pas à le faire sur tout ce qui est créatif. J'arrive pas à le faire sur me limiter dans ce que moi je vais produire. Ça, j'arrive pas à le faire. Cette partie-là, j'en suis vraiment encore vraiment incapable. Mais pour ce qui est ouais, le mot consommer ne me plaît pas non plus, mais j'en trouve pas un mieux. Apprécier. D'apprécier, oui. De me tourner vers des œuvres. Découvrir des œuvres. À ce moment-là, j'ai vraiment réussi à valoriser les choses que je choisis et prendre plus de temps pour les choisir et y consacrer toute mon attention plutôt que de sauter d'un truc à l'autre, parce que je me suis rendu compte aussi que cette passion dévorante pour regarder tout ce qui sortait sur Netflix, pour regarder même à l'époque avant Netflix toutes les séries et binger des séries entières de 4 saisons parce que tu les rattrapais, et ça ne te faisait pas apprécier plus le moment. Et j'ai constaté aussi que des séries que j'adore, qui sortent en binge-watching sur Netflix, l'année suivante, quand la saison suivante sort, je suis obligé de me refaire un résumé pour être certain de ne pas avoir oublié tout ce qui s'est passé. Alors que quand je regarde Game of Thrones, c'était un épisode par semaine.
ton cerveau, en fait, prend le temps, toutes les semaines, d'imaginer ce qu'il va avoir dans l'épisode suivant. T'as tout un imaginaire qui s'inscrit en toi, que t'as le temps de développer, et qui inscrit vraiment l'histoire, en fait, dans ta mémoire. Alors que quand tu consommes toute une saison en entier d'un coup, t'as aucun moment vraiment pour que ton imagination puisse s'arrêter et prendre le temps de digérer ce que tu reçois. Elle ne fait qu'accumuler sans aucun... Ouais, t'as des mystères qui sont là, mais un mystère né, mais une nouvelle information vient écraser ce temps de réflexion. C'est la façon dont la mémoire fonctionne, en fait. On avait un épisode par semaine, on avait le temps que les moments marquants de l'épisode nous imprègnent, alors que quand on binge en 2-3 jours une série, on a juste les moments marquants de la saison ou de la série qui sont là, et donc on a moins de souvenirs. Ouais, j'ai exactement eu le même constat. Donc c'est vraiment super intéressant là de revenir un peu en arrière et de dire mais non, j'arrête de regarder des saisons. Et là maintenant les séries que je regarde, je me regarde un épisode par jour, un épisode par 2 jours maximum, pour vraiment me laisser le temps d'anticiper, de réfléchir à ce que j'ai vu, à ce que j'ai apprécié ou pas, et c'est vachement plus agréable, quoi. Moi je pense que je peux remercier Google pour ma Jomo. Parce que je pense que le plus gros truc qui me bouffait du temps, c'est les flux RSS jusqu'à la fin de Google Reader, et je pense qu'il fallait absolument que je voie je pense que c'est le seul endroit où il fallait que je voie 0 écrit sur les choses non lues, et j'étais là et je passais, je faisais il y avait des raccourcis avec les lettres, je crois que c'était J et K, et je faisais article suivant, et je les mangeais tous, et à la fin de Google Reader, j'ai commencé par chercher des solutions alternatives, et puis après je me suis dit mais est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose, toutes ces sources d'informations? Et donc j'ai abandonné les flux RSS, et je pense que à l'époque où j'avais les flux RSS, j'avais aussi quand même pas mal les réseaux sociaux, mais du coup ça colle à la même époque de 2012-2013. Mais depuis, je suis toujours épaté. Je pense que c'est mon côté boomer, mais quand je vois qu'il y a des gens qui passent encore des heures et des heures et des heures sur les réseaux sociaux de manière variée, nombreuses, mais les TikTok, Instagram, Facebook un peu moins, je pense maintenant, mais c'est des trucs auxquels je ne touche absolument pas, parce que je sais très bien que, en tout cas je ne consomme pas le côté mûr ou à l'image de TikTok, passage d'un contenu à un autre en mode sérendipité. Si jamais je suis sur Twitter, ça va être à travers les notifications, et j'ai une notification pour un contenu, je vais le voir, je referme, mais il n'y a pas du tout ce côté FOMO où on voit encore beaucoup de gens qui disent quand même on nous rend accro à tous ces flux de contenu. Je passe totalement à côté, et je m'en sors d'autant mieux en étant totalement à côté de ça. En parallèle, je passe beaucoup de temps sur Discord, donc un truc à remplacer un autre, mais c'est vrai que c'était un gouffre de temps pour voir des contenus qu'on ne choisit pas, en fait. C'est vraiment la télé 2.0. On choisit de passer d'un contenu à un autre, mais en fait on choisit pas du tout le contenu qu'on regarde, et donc ça me rend un peu ça me rendait un peu fou, je pense. Donc je suis bien content de ne plus avoir ça, et par rapport au contenu culturel, c'est vrai que pendant longtemps, si j'avais commencé une série, il fallait absolument que je regarde s'il y a une saison 2, une saison 3, une saison 4, il fallait que je regarde. Je me dis, ah non, la saison 1, elle était moyen, mais bon, on va regarder quand même la saison 2. La saison 2, tu te dis, ouais, non, là, c'était la saison 2 trop, ils auraient dû arrêter la saison 1. Et tu regardes quand même la saison 3, et tu regardes quand même la saison 4. Et donc ça, pareil, j'ai réussi, et donc je pense que c'est l'abondance de contenu qui réussit à me faire déconnecter de tout ça, et donc il y a cette joie de voir que The Walking Dead en est à une saison 11, Fear the Walking Dead en est à une saison 5, 6, je sais plus combien, et tu te dis, ah c'est bien, j'ai arrêté il y a X saisons. Je me suis enfin débranché de ces séries que je regardais juste pour le principe de me dire tiens, je les ai vues. Donc je préfère en fait, et c'est en effet là il y a le côté FOMO qui reprend le dessus, mais c'est plus une découverte de nouvelles séries où je me dis bah tiens, je vais peut-être regarder qu'un ou 2 épisodes, et je réussis à m'arrêter. Si au bout d'un épisode je me dis ah c'est pas terrible, je regarde pas, alors qu'avant je me serais dit bon ouais, c'est pas terrible, mais on va te donner une chance.
Je vais quand même regarder le deuxième, et puis je vais quand même regarder le troisième. Donc ouais, je retrouve pas mal le Jomo. Moi, les séries, je me suis dit, en fait, si j'ai envie de la revoir en accéléré, c'est que c'est pas la peine que je la continue. Et je remercie le Wikipédia américain, qui en général a un résumé plutôt complet de ce qui se passe dans le reste de la saison ou de la série. Comme ça, je prends mon téléphone pour faire autre chose en même temps. Si je pique mon téléphone en regardant une série, c'est que c'est fini. Mais ça me fait penser à ce que tu disais ici, Kepra. Je sais pas si vous connaissez l'humoriste. Ah, je viens de perdre son nom, ça me saoule. Daniel Sloss, qui a fait un magnifique spectacle Jigsaw, en fait, où il y a un gros moment super intéressant sur le couple et sur le fait qu'on est poussé à toujours être en couple. Et ce que tu décris là avec les séries, et ça me rappelle vraiment des choses qu'il y a dans son spectacle, parce qu'il dit qu'on préfère être mal accompagné que seul, qu'on a peur d'être seul, et je pense qu'on a un peu peur d'être sans quelque chose à regarder. Et surtout, il y a un moment où il disait que dans un couple, il y a ce moment où il faut regarder la personne en face de qui on est, et parfois te rendre compte, quand une série ne te plaît plus, c'est exactement ça, te rendre compte que la personne avec qui tu es ne te plaît plus, et que soit tu dois t'avouer que d'accord, tu viens peut-être de perdre 3, 4, 5 ans avec cette personne-là, mais que ça vaut mieux que de perdre le reste de ta vie. Et je pense qu'il y a un peu ce même genre de choses, une analogie comme ça avec une série, mais je viens de me taper les 2 premières saisons, est-ce que j'ai perdu 2 fois 24 heures de ma vie à regarder cette série? Est-ce que c'est un aveu d'échec d'avoir perdu tout ce temps, et je ferais pas mieux de regarder au cas où ça redeviendrait bien un jour? Et je pense qu'on a du mal à admettre qu'on a, c'est pas vraiment du temps perdu, comme je dis, c'est pas quelque chose qui a disparu, mais qu'on a peur, d'avouer une erreur en arrêtant, en fait, et qu'on a du mal à remettre notre jugement initial en question, et qu'on se dit non, je vais continuer, ça m'a plu à un moment donné, donc c'est pas impossible que quelque chose de magique se passe et que ça revienne, quoi. C'est le principe des coups irrécupérables. Le temps que tu as passé à regarder et passé, tu ne pourras jamais la rattraper. Non. Mais du coup, tu te dis, j'ai passé déjà tout ce temps. Et il faut bien que j'aille voir la fin de l'histoire. Et alors que c'est pour ça que si tu veux savoir la fin, tu peux aller te spoiler la fin sur ce magnifique outil qui est l'internet. C'est ça qui est beau. Et ça, c'est vraiment un truc aussi que j'ai appris à faire, quoi. Dire stop sur une série, je savais pas faire avant. J'ai vraiment du mal à lâcher, quoi. Tout livre entamé doit être terminé. J'ai l'impression que Sous-X est dans une Jomo de contribution à cette chronique. Non, mais vous savez à quel point je suis poli et j'attends mon tour pour parler. Mais pour ramener ça à un côté plus sociétal, je pense dans un premier temps qu'on n'a jamais eu autant de temps et qu'on s'en rend compte aujourd'hui avec l'âge, et qu'on cherche à l'utiliser le mieux possible. Alors je dis pas qu'on est vieux, mais on commence quand même tous à approcher plus de la quarantaine que de la trentaine, et pour certains ils sont déjà de l'autre côté du miroir. Oui. Et tu as plus de temps maintenant que quand tu étais étudiant, par exemple. Oui. Alors oui, parce que aujourd'hui, je considère que plus ça va, plus tout va très vite. Enfin, tout va plus vite. Du coup, on a la possibilité de consommer énormément de choses en accéléré. On n'a plus besoin d'aller chercher les informations comme on le faisait avant, quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, il fallait que j'aille à la bibliothèque. Il fallait que j'aille au CDI. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. Quand je veux écrire un mémoire, j'ai plus besoin d'aller chercher l'ordinateur de la salle du lycée. Tu veux écrire un mémoire, tu lances GPT-3 et tu génères ton mémoire automatiquement. Grâce aux intelligences artificielles évoquées dans ta chronique. On a le moyen aujourd'hui, si tu veux, d'avoir tout le temps qu'on souhaite. Et c'est ça qui nous fait, je pense, au final, réfléchir à pas la préciosité, je suis pas sûr que ça existe comme mot, mais ça nous fait réaliser à quel point tout ce temps est précieux. Et il y a un autre point aussi qui est plus personnel pour moi, c'est que je pense que
à notre âge, on n'est plus baigné dans cette pression sociale de la jeunesse qui veut que tout soit toujours en ébullition. Du coup, on a moins besoin d'apporter notre contribution culturelle et aujourd'hui, moi, je suis plus dans une phase où je renoue le contact avec les gens et je les laisse m'apporter en fait leur contribution pour que eux m'intéressent à des choses que je ne connaîtrais pas. Bon, par contre, à cause de Julien, je suis tombé dans TikTok et j'y passe au moins 1 heure par jour. Mais ça, j'en discuterai avec lui en tête à tête une prochaine fois. Alors, si tu passes 1 heure par jour sur le TikTok de Julien... Ah non, c'est pas ce que je disais. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans une démarche où je laisse les connaissances et les choses venir à moi au rythme où ça arrive, sans me mettre de pression. Et du coup, effectivement, j'ai plus cette angoisse de la gestion du temps. Alors je l'ai au travail, hein, c'est un autre problème. Mais dès que je sors du boulot, je me mets plus de pression sur le temps passé à faire telle ou telle chose. Et effectivement, c'est appréciable. Ce qu'il disait, c'est less is more. Ça, je crois que c'est Ouais, c'est ça. Le moins et le plus. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Je pense que Julien, s'il nous écoute, il aura des choses à dire, mais tant pis pour lui. Ah, il est en pleine FOMO pendant ta rubrique Jomo. Et donc on va pouvoir se diriger tranquillement vers la fin de cet épisode. Donc je vous rappelle que l'école des facs est un podcast du label Podcut, label qui édite une vingtaine de podcasts différents et que l'on peut retrouver sur le site podcut.studio. Il y a même un petit nouveau pour ceux que ça intéresserait qui s'appelle Agatha Christie, qui reprend l'intégralité de l'œuvre d'Agatha Christie, comme l'évoque le nom du podcast, dont on vous encourage donc à aller découvrir ces petits nouveaux. C'est très sympa. Et en plus, si vous voulez soutenir l'école des facs ou n'importe lequel des podcasts du label, il y a un Patreon que vous pourrez retrouver sur le site patreon.com/podcut. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, un bon running, une bonne sortie à vélo, une bonne marche, un bon repas. Une bonne vaisselle. Comment ? Une bonne vaisselle. Une bonne pause technique. Et on pense à toi qui fais ton ménage pendant que tu nous écoutes. Essuie bien là, tu as oublié une tâche. Et un peu de poussière dans le coin à droite. Allez, au revoir. Au revoir. À vous trois. À une prochaine. Ciao tout le monde. À bientôt. À la prochaine.